Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, les 5 leviers pour mettre en œuvre le nouveau modèle de développement numérique, la réforme de l'administration, financement, potentiel des Marocains de l'étranger ou encore les partenariats internationaux. En compagnie de Driss Fina, président du Centre indépendant des analyses stratégiques, analyse ce soir des facteurs matériels et immatériels du changement. Bienvenue. Avant d'établir le contact avec notre invité, retour sur les 5 leviers proposés par la Commission spéciale sur le modèle de développement pour amorcer ce chemin du développement. C'est un papier signé Younes Benzineb. Dans son rapport présenté le 25 mai au roi Mohammed VI, la Commission spéciale sur le modèle de développement a identifié 5 leviers sur lesquels le Maroc devrait se baser pour amorcer ce chantier de grande envergure. D'abord, la Commission considère nécessaire de mettre l'accent sur le numérique comme, je cite, catalyseur de transformation structurante et à fort impact. Il s'agit d'adopter une stratégie de transformation numérique de haut niveau qui vise entre autres à assurer la souveraineté numérique du royaume, notamment en matière de cybersécurité, de propriété intellectuelle et de protection des données personnelles. Le deuxième levier nécessaire au lancement du nouveau modèle de développement est l'appareil administratif, considéré comme la cheville ouvrière de la mise en œuvre d'une partie importante des chantiers de transformation. Le rapport estime que la haute fonction publique nationale et locale doit être renouvelée régulièrement, les procédures administratives doivent être simplifiées et allégées, et l'administration devra mettre davantage l'accent sur la qualité du service aux citoyens et à l'entreprise. Dans un troisième lieu figure le financement du nouveau modèle de développement. Outre une nette augmentation de la part du secteur privé dans l'investissement, le rapport préconise de faire appel au financement public et privé. Concrètement, cela passera par un recours accru à l'endettement à court terme, par l'amélioration de l'équité fiscale, l'élargissement de l'assiette fiscale ou encore l'intégration du secteur informel. Quatrième levier du changement de modèle de développement, les compétences marocaines à l'étranger. Il s'agit pour la Commission de les mobiliser davantage en mettant en place des approches incitatives, favorisant leur attrait pour des profils hautement qualifiés opérant dans des secteurs de pointe comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la biotechnologie ou les énergies renouvelables. Dernier levier et pas des moindres, les partenariats internationaux. Le rapport préconise de renforcer les partenariats internationaux, non seulement au niveau régional et continental, mais aussi avec le voisinage euro-méditerranéen. Pour ce faire, le Maroc devra répondre à un certain nombre de défis, à savoir s'ériger en hub régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, devenir le champion régional de l'énergie à bas carbone, acquérir le statut de pôle financier régional de référence et faire du Made in Morocco un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat Driss Fina, universitaire et président du Centre indépendant des analyses stratégiques. Bonsoir Driss Fina, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc on vient de le suivre, ces 5 leviers. Parmi ces 5 leviers, certains ont déjà plutôt été enclenchés. Que pouvez-vous nous dire sur cette répartition des leviers pour amorcer le changement, Driss Fina? Effectivement, le nouveau modèle de développement, il a essayé de prioriser donc les chantiers de développement qui sont prioritaires. Donc, il a mis le doigt sur le numérique parce que suite à la pandémie de Covid-19, donc il a révélé des manquements à ce niveau-là. C'est pour cela qu'il a mis le numérique dans la priorité. Nous savons que tout le monde est en train de se transformer rapidement à ce niveau-là. Le Maroc doit suivre cette tendance mondiale en injectant, tout d'abord, en adoptant une stratégie à ce niveau-là, qui doit être rapidement mis en œuvre, en adoptant aussi le haut débit qui doit être généralisé et non pas focalisé sur certains territoires, en ayant les compétences nécessaires et la réglementation nécessaire. À ce niveau-là, le Maroc ne doit pas seulement être consommateur de numérique, mais il doit aussi donc maîtriser toute la technologie derrière. Et c'est ça, au fait, l'insistance sur la question du numérique, c'est-à-dire que
On doit avoir un écosystème industriel qui développe le numérique propre au Maroc, parce que vous savez, tout le monde il est en train, aujourd'hui, il y a une guerre féroce à l'échelle internationale pour la maîtrise des hautes technologies du numérique, le 5G, le 6G aussi, tout ce qui est intelligence numérique. Le Maroc doit avoir de l'avance sur ce niveau-là, parce que oui, mais Driss Fina, c'est l'avenir, et puis il y a aussi le passé, parce qu'on a mis en place plusieurs stratégies de digital. Je parle par exemple de Maroc Digital. On a créé une agence du développement du digital. Est-ce que vous pensez que, en fait, d'après ce que vous dites, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il faut faire table rase et mettre une nouvelle stratégie du digital ou du numérique pour le Maroc de demain? Comme j'ai dit, le bilan fait dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, il a montré que malgré tout ça, il y a donc un décalage important entre donc le Maroc digital, l'ancienne stratégie, et le bilan réel. Donc c'est pour cela qu'il a insisté sur ce chantier-là important. Donc nous savons que les services ne sont pas encore numérisés, beaucoup de procédures ne sont pas encore dématérialisées. Nous manquons de beaucoup de compétences, il y a un manque aussi en termes de réglementation. Donc, il n'y a pas un écosystème industriel qui permet au Maroc d'être autonome à ce niveau-là. C'est pour cela que, comme j'ai dit, le nouveau modèle de développement, il insiste à ce que ce chantier-là soit prioritaire pour le Maroc. Très bien. Et cette question ici centrale de la réforme de l'administration pour opérer ce changement radical qui va d'une économie de rente vers une économie ouverte, pensez-vous que les propositions de la commission spéciale pour le modèle, ou sur le modèle de développement répondent à ces exigences? Donc, à chaque fois qu'on fait un diagnostic de processus de développement du Maroc qui est très complexe, l'administration, donc, elle ressort comme un facteur de blocage important. Donc, nous savons que malgré les réformes qui ont été entamées au cours des 20 dernières années, le privé, l'investissement, tout le monde, il y a un environnement créé par l'administration très hostile. C'est pour cela que le deuxième pilier de réforme suggéré par le nouveau modèle de développement était l'administration, la réforme de l'administration, tout en clarifiant ses fonctions stratégiques, les fonctions qui reviennent aujourd'hui. Nous avons des partis politiques qui gèrent donc les affaires générales, le gouvernement, le Parlement. Donc on doit séparer, parce que cette administration ne doit pas être ni entre la main totalement de politique, ni entre la main de l'État. On doit trouver le juste milieu permettant à cette administration de se développer. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes liées aux procédures qui sont lentes, la bureaucratie, les compétences à l'intérieur de l'administration. Tout cela demande vraiment une réforme rapide pour que notre administration soit au service du développement. Nous savons aussi que lorsqu'on parle de l'administration, en fait, nous avons plusieurs administrations. Nous avons une administration centrale et des administrations à l'échelle des régions. Absolument. Nous avons aussi ce qu'on appelle les établissements publics. Tout ce monde complexe qui s'appelle l'administration, qu'on le résume dans l'administration, on doit le clarifier, on doit avoir donc des arbitrages au niveau de leurs fonctions, au niveau des priorités et au niveau aussi de la manière avec laquelle on choisit les personnes qui gèrent cette administration à toutes les échelles territoriales. Alors justement, le nouveau modèle de développement traite de la question, la subsidiarité des territoires est une question centrale. Est-ce un renouveau, une renaissance de ce projet de régionalisation avancée qui peine à démarrer, ou en tout cas à prendre une bonne vitesse de croisière? Au fait, tout cela existe dans la Constitution, dans la loi organique sur les régions, dans la loi concernant les collectivités territoriales. Au fait, le nouveau modèle de développement, on a rappelé que les choses qui doivent être faites parce qu'il y a un problème, un dysfonctionnement. On n'arrive pas à appliquer ce que nous avons dans la Constitution et dans les différentes lois organiques. Donc, le modèle de développement a insisté sur la subsidiarité comme référence d'action de proximité. Donc, le douar doit prendre en charge ces problèmes et ses ressources et ses possibilités de développement. La commune, la même chose, le cercle, la même chose, la province et la préfecture doivent aussi prendre en charge son processus de développement. Et la région, aujourd'hui, nous sommes dans un grand chantier
de régionalisation avancée, mais les chiffres, les indicateurs, les bilans réalisés montrent qu'il y a un blocage à quelque part. C'est pour cela que le modèle de développement proposé insiste sur l'activation réelle de processus de régionalisation avancée si le Maroc veut bénéficier effectivement de cette régionalisation avancée, parce que sinon on risque de rester dans un état central et tout le processus de développement reste géré d'une manière centralisée et on ne va pas en conséquence bénéficier de cette philosophie de régionalisation avancée. Très bien. Donc, c'est une réinitialisation aussi de mode de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, si on élargit les prérogatives de la région, c'est qu'on doit revoir tout cet écosystème, j'ai envie de dire, de gouvernance. Et aussi, est-ce que on est prêt pour atteindre cet objectif d'ici un peu moins de 15 ans, de mettre en place une réelle importance et des actions prises au niveau des régions. Bien sûr, quand je dis est-ce qu'on est prêt, est-ce que nous sommes outillés au niveau de ces régions pour trouver la bonne ressource humaine, parce que on va dire que les ressources financières sont là et que les régions peuvent désormais en tout cas gérer leurs finances de manière assez indépendante, mais quid des fonctionnaires? Effectivement, si on met toujours cette question en avant, on ne va jamais avancer dans la régionalisation avancée. On doit avoir un planning pour achever ce processus qui a commencé depuis 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2021, le bilan reste un bilan faible et le nouveau modèle de développement, il a mis le doigt sur cette question-là. Donc la question des fonctionnaires, il faut un redéploiement rapide. La question des ressources, il y a des solutions. Nous savons que la loi organique sur les régions, il a donné beaucoup de prérogatives à cette échelle géographique. Il a réparti les pouvoirs entre ce qu'on appelle le pouvoir élu et le pouvoir représentant de l'État. Mais malgré ça, on constate le jour qu'il y a des problèmes, des difficultés à concilier entre ces deux pouvoirs qui cohabitent à l'échelle de la région. Il y a des instruments qui ont été donnés pour initier un nouveau processus de développement à l'échelle de la région qui ne sont pas activés aujourd'hui. Donc les régions ne sont pas outillées de leurs instruments. Ici, ils sont même outillés. Il y a un problème de mise en œuvre. Nous savons que toutes les régions, ils ont leur PDL, les programmes de développement des régions. Mais aujourd'hui, après 5 ans, ces documents ne sont pas activés faute de moyens financiers. Pourquoi il n'y a pas de moyens financiers? Parce qu'on n'a pas mis en place l'ingénierie financière nécessaire qui accompagne la régionalisation avancée. On a donné des choses à la région, mais sans penser au préalable à cette question de financement. La loi de finances aujourd'hui, il est préparé avec une mentalité centralisée, sachant que nous avons un grand chantier de régionalisation avancée. Il y a un problème aussi, le savons tous, entre les pouvoirs de Wali, des gouverneurs, et le pouvoir de président du conseil de la région et toute la sphère élue. Donc tout cela doit être réglé rapidement. Il y a des choses qu'il faut donner à la région. D'ailleurs, dans le nouveau modèle de développement, on a préconisé de donner beaucoup d'attributions à la région. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de leurs problèmes. La question de l'agriculture, la question de l'industrie, la question de la formation professionnelle, la question de la santé, de l'enseignement doivent relever dorénavant de la région. Lorsqu'on dit la région, ce n'est pas seulement la partie élue, mais aussi tous les services déconcentrés. Et dans ce sens-là, le nouveau modèle de développement, il a préconisé à ce qu'il y ait une activation totale de la charte nationale de déconcentration, parce qu'on a mis un document important, mais malheureusement, Sa Majesté, dans chaque discours, il insiste sur cette question-là. Aujourd'hui, les gens qui représentent l'administration à l'échelle de région n'ont aucun pouvoir, et tout le pouvoir est concentré dans Araba. Très bien. Alors, vous avez parlé de financement. Parlons justement de financement, un des leviers, des 5 leviers déterminés par la Commission spéciale sur le modèle de développement pour amorcer le changement. Le financement, on parle d'élargir l'assiette fiscale. Vous connaissez les réalités aujourd'hui de la fiscalité au Maroc. Est-ce qu'on se dirigerait peut-être, parce qu'il y a certaines appréhensions, est-ce qu'on se dirigerait réellement vers cette équité fiscale Driss Fina, et aussi quels sont les autres modes de financement, parce que c'est un chantier très coûteux.
comment le financer de telle manière à ce que l'on ne s'endette pas davantage pour arriver à ces objectifs? Effectivement, le nouveau modèle de développement a besoin d'un financement pour qu'il apporte effectivement un changement à la réalité actuelle. Il a préconisé un certain nombre de choses. Je pense que tout d'abord, moi j'ai lu le document, une bonne partie n'a pas besoin de financement, il a besoin d'un changement de mentalité. Il a besoin qu'on applique tout simplement les règles, les procédures et la loi. C'est-à-dire que dans 70% de contenu de ce nouveau modèle de développement, on a besoin de bon sens. On a besoin des gens qui sont vraiment responsables et qui veulent que le Maroc avance. Voilà. Et toute cette partie-là n'a pas besoin de financement. Le reste, il est finançable. Donc, il y a la proposition faite par le nouveau modèle de développement. Il y a aussi cette question d'augmenter la pression fiscale de 2 à 3 points. Déjà, c'est que la pression fiscale au Maroc, il est autour de 24% de PIB, c'est-à-dire que nous avons une forte pression fiscale au Maroc par rapport aux pays de la zone MENA, à titre d'exemple. Évidemment, la question qui se pose, c'est l'équité fiscale plus qu'autre chose. Donc, tout cela doit être bien pensé pour que nous puissions mener à charge cette question de transformation. Mais bien pensé au niveau de quoi? Est-ce que c'est au niveau de la Direction générale des impôts? Est-ce que c'est au niveau aussi du gouvernement, de celui-là ou du prochain d'ailleurs après les élections, pour mettre en place des mécanismes à même d'attirer beaucoup plus de contribuables et d'intégrer ce secteur informel dans l'économie? Quels sont ces mécanismes concrètement, Driss Fina? Effectivement, il y a des zones d'ombre dans la politique fiscale au Maroc, ce qui fait que nous avons une politique fiscale à faible rendement. Sachant que les chiffres macroéconomiques, comme j'ai dit, montrent que la pression fiscale reste élevée. Mais le modèle, il a demandé qu'il y ait un juste milieu entre le rôle de privé, le secteur privé, et le rôle de l'État. Et comme ça, on va gagner en termes de la pression fiscale. Parce que nous savons que la tendance internationale, même aux États-Unis, c'est qu'on donne beaucoup d'avantages fiscaux au privé pour qu'ils puissent intervenir facilement dans des secteurs où ils ne se trouvent pas. Aujourd'hui, nous cherchons à ce que le privé intervienne dans le processus de développement en construisant des routes, des barrages, des chemins de fer, mais on ne donne pas beaucoup de choses à ce privé-là, surtout en termes fiscaux. Donc si nous voulons... Est-ce que c'est dans ce sens, professeur Fina, est-ce que c'est dans ce sens-là que le nouveau modèle de développement prône, je cite, une réorientation de l'investissement du secteur privé? Et si c'est oui, vers quel modèle économique nous dirigeons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à l'État d'orienter l'investisseur? Effectivement, donc il y a beaucoup de choses à faire pour que le privé, parce que nous savons, les chiffres le montrent, le privé, dans l'investissement global au Maroc, ne représente que 35%. Nous avons des investissements directs étrangers qui représentent une moyenne de 3 milliards de dollars au cours des 5 dernières années, ce qui est très faible. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Donc, drainer plus d'investissements directs étrangers, je pense que le potentiel peut aller jusqu'à 10 à 20 milliards de dollars additionnels. Pour le secteur privé, on peut augmenter sa part dans la contribution de l'investissement de 35% aujourd'hui à plus de 66%. Mais tout cela demande une politique fiscale, un environnement d'investissement plus amélioré à celui que nous avons aujourd'hui. Oui, mais il y a certains secteurs qui ont bénéficié d'incitations fiscales, mais dont on ne demande pas les résultats. Et là, je vous pose une question que j'ai déjà posée peut-être à d'autres experts. On parle de reddition des comptes en ce qui concerne les politiques publiques, mais quid des redditions des comptes pour le privé aussi, pour le secteur privé qui bénéficie d'incitations fiscales? Effectivement, il y a certaines incitations fiscales qui sont évaluées en permanence par la direction des impôts, notamment dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur agricole. Mais nous savons, parce que beaucoup de gens n'évaluent pas le coût économique. Dans le cas où il n'y avait pas ces acteurs privés qui interviennent dans ces secteurs-là, notamment si nous n'avons pas des investisseurs privés dans l'enseignement, c'est l'État qui devrait faire ça avec des investissements énormes. Et ils ont permis à l'État de réduire ses investissements, par exemple, dans l'enseignement. La même chose dans l'immobilier. Nous savons que le privé au Maroc, il a construit
600 000 logements sociaux que l'État devrait construire à la place de privé. Et c'est comme ça que le Maroc, aujourd'hui, il a un excédent dans le logement social, chose qui ne se trouve pas dans n'importe quel pays aujourd'hui, même développé. Nous avons les benchmarks à l'échelle internationale. Aucun pays n'a un excédent en logement social sur son marché. Le Maroc, il a cette situation-là grâce aux incitations fiscales données dans le secteur immobilier et grâce à cette idée géniale qui a été initiée depuis 1992 dans un discours de Feu Hassan II, qui a demandé à ce que le Maroc dispose d'une vraie politique de logement social. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de capitalisation. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui, grâce aux incitations fiscales, une vraie politique de logement social. Et cette expérience de Maroc, vous savez qu'elle est exportée à travers la Banque mondiale dans beaucoup de pays du monde. Non, je voulais justement revenir à ce point initial. Quand on parle de réorientation de l'investissement privé, c'est aussi pour répondre à une demande et un besoin. Or qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez cité l'immobilier, parlons de l'immobilier. La classe moyenne ne trouve pas chaussure à son pied, j'ai envie de dire maison pour se loger, parce que elle n'est pas visée par cette politique de l'habitat qui cible justement le logement social. Est-ce qu'on ne devrait pas... Alors, vous avez une incitation fiscale, très bien. Vous allez créer de la richesse parce que vous allez aussi créer de l'emploi et vous allez faire tourner la machine, mais en même temps, il faudra répondre aussi à cette demande. Effectivement, pour la classe moyenne, le logement de la classe moyenne, il y avait un problème. Et ce problème-là, moi, je le connais en profondeur. On ne peut pas l'exposer, si vous voulez, à une émission spéciale pour cette question-là. Je peux rentrer dans beaucoup de détails parce que je connais très bien ce dossier-là. Il y a un problème dans l'arbitrage fait entre le département de l'habitat et le ministère des Finances concernant le type d'incitation fiscale qu'il faut donner au logement de la classe moyenne. Et on a fait un mauvais arbitrage, ce qui a donné lieu à la situation actuelle pour le logement de la classe moyenne. Très bien. Je reviens à l'industrie. L'industrie, oui. Vous savez qu'il a besoin, le Maroc veut devenir vraiment, veut avoir une politique industrielle très avancée dans le cadre de ce qu'on appelle l'industrie de substitution, l'industrie d'armement, l'industrie des énergies renouvelables. Tout cela nécessite des avantages fiscaux importants à donner aux investisseurs locaux et internationaux. Dans le cadre du système fiscal actuel, nous ne pouvons pas développer l'industrie marocaine liée au numérique, liée à la nanotechnologie et toutes les tendances aujourd'hui à l'international. On ne peut pas, pour des raisons qu'on les connaît. Les investisseurs nationaux et internationaux exigent des avantages sous forme de foncier dans la formation, et en termes aussi fiscaux, pour qu'ils puissent atterrir sur notre territoire. Oui, mais puisqu'on parle de partenariats internationaux, parce qu'il nous reste très peu de temps, on va finir justement sur les partenariats internationaux et le potentiel des Marocains de l'étranger, les deux derniers leviers, professeur Fina, pour clore. Oui, comme je viens de le dire, le potentiel international est important, sachant qu'on a perdu beaucoup de temps à ce niveau-là. Moi, je regrette entre 2000 et 2020, on a drainé peu d'investissements étrangers en comparaison avec ce qui a été drainé par des pays émergents. Le Maroc, étant donné les atouts dont il dispose, la stabilité politique, le positionnement géographique et tout ça, aurait permis au Maroc de drainer au moins 500 milliards de dollars au cours de ces 20 dernières années. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de réponses qui sont proposées dans le nouveau modèle de développement qui peuvent être adoptées très rapidement. La question, on a tardé à améliorer notre environnement d'affaires. Le Maroc, vraiment, c'est vrai, sa note s'est améliorée au cours des 5 dernières années au plan de Doing Business, mais cette amélioration n'a pas été accompagnée par une amélioration en termes d'IDE. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des blocages importants auxquels on ne fait pas attention. Donc, je pense qu'il est temps, avec le nouveau modèle de développement, d'injecter les réformes nécessaires pour que les investisseurs étrangers font confiance au territoire national. Ça, d'une part. D'autre part, la question des MRE. Nous savons qu'il y a, effectivement, un effort important en termes de transfert des MRE vers le Maroc.
dans les 7 milliards de dollars chaque année donc, qui sont transférés. Mais malgré ça, je pense que le potentiel reste important. Et aussi, en termes de compétences, comme il a été dit dans le nouveau modèle de développement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons avoir à ce niveau-là en termes de transfert technologique. Nous savons que beaucoup de Marocains ils se trouvent dans des postes de responsabilité importants, ils occupent des responsabilités importantes, ils sont dans des grands laboratoires de recherche, dans des grandes entreprises. Nous avons découvert beaucoup de Marocains chercheurs dans les nanotechnologies, aujourd'hui avec le Covid-19, on a aussi découvert des compétences marocaines bien placées dans les domaines viraux. Donc tout ça, je pense qu'il faut l'exploiter positivement. Aussi le nouveau modèle développé, il a parlé des Marocains, la communauté juive marocaine qui se trouve sur l'international, qui occupe aussi, il a une forte influence dans des pays développés, qu'il faut aussi l'exploiter positivement pour que ce modèle de développement, le nouveau modèle de développement puisse réussir et injecter l'intelligence nécessaire au processus de développement du Maroc qui souffre aujourd'hui de beaucoup d'entraves. Qui ont été largement expliquées dans ce rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement. Effectivement. Merci beaucoup, Driss China, président du Centre indépendant des analyses stratégiques. Merci pour l'ensemble de vos éclairages ce soir. C'est moi, merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.